Bonjour à tous. Dans ces 30 prochaines minutes, je vais vous parler d'un outil qui s'appelle Dagger, qui va tenter de permettre de vous éviter de faire des commits de type fixe pipeline numéro 42. Je m'appelle Laurent Gondin, je suis de Ingeniance, une ESN parisienne, que j'aimerais remercier déjà car ils me permettent de partager sur du cloud et du DevOps, notamment sur une chaîne YouTube. Et c'est un peu pour ça que j'ai découvert Dagger et aussi que je suis là devant vous aujourd'hui. En première partie, je vais parler de ce que j'appelle les fardeaux des CI modernes. Le premier fardeau que je vais évoquer, c'est ce que j'appelle la disparité d'environnement. On a l'environnement d'intégration continue qui est l'environnement remote et on a plein d'environnements locaux. Et ces environnements-là sont peut-être très différents. Et donc, lorsqu'on veut exécuter notre intégration continue de façon remote, du coup, on se retrouve la plupart du temps à faire des commits en boucle. Et la plupart du temps, on réexécute des choses qui sont déjà faites, c'est fastidieux, c'est lent, et on se retrouve dans du rouge et on explose notre clavier au bout d'un moment. Pour pallier à ça, il existe des solutions spécifiques comme Act pour GitHub Action. Ça vous permet de lancer des workflows GitHub Action localement. C'est bien, mais le problème, c'est que ça va marcher qu'avec GitHub Action. Donc ça rajoute de la dépendance à cette plateforme. Et en général, ajouter de la dépendance, ce n'est pas forcément génial. Un autre des fardeaux que je vais évoquer, c'est au niveau de la complexité. Nos applications de nos jours sont de plus en plus complexes. Donc il faut que notre intégration continue devienne aussi de plus en plus complexe et qu'elle suive cette complexité. Mais la plupart des plateformes de CI, on écrit nos CI en YAML. Et pour faire de la complexité en YAML, ce n'est pas forcément facile. De toute façon, est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui aiment écrire du YAML? Ah ouais, personne n'a levé la main, exactement. C'est bien ce que je pensais. Et donc du coup, on va faire quoi quand on fait du YAML? Donc on va écrire des scripts. Et la plupart du temps, on va faire des scripts bash. Les scripts bash, c'est bien, mais au fur et à mesure, si c'est lourd, ça devient un peu moins maintenable, un peu des fois illisible. Ça dépend comment c'est fait. Il y a d'autres malins qui vont essayer de faire des plugins, comme les actions de GitHub Actions. Mais encore une fois, faire des plugins, du coup, ça va nous loquer avec une plateforme en particulier. Donc ça, c'est les fardeaux des CI que j'appelle les CI modernes. Donc la dernière fois qu'on a voulu unifier des environnements distants et des environnements locaux, c'est les conteneurs et notamment Docker qui a porté le bout de son nez. Ici, Rebelote, on ne veut pas packager notre application, mais on veut packager dans des conteneurs nos exécutions d'intégration continue. Et donc, c'est les conteneurs à la rescousse, et on passe pour ça par un petit outil qui s'appelle Dagger, qui a été créé notamment par le fondateur de Docker, Solomon Hykes. Et donc, l'objectif appelé, c'est qu'on a des CI portables, et notamment portables localement, et on veut éviter du YAML, et on veut utiliser un langage de programmation plus robuste que Bash. Dagger, sous le capot, ça utilise BuildKit. BuildKit, si vous ne connaissez pas, c'est le builder sous stéroïde de Docker. Alors d'aujourd'hui, si vous utilisez Docker, vous utilisez probablement BuildKit en dessous. BuildKit, ça va permettre de faire une meilleure parallélisation des exécutions que l'on souhaite effectuer et un caching plutôt efficace. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on n'utilise pas BuildKit directement pour lancer nos intégrations continues. C'est que l'interface avec BuildKit n'est pas forcément très user-friendly. Donc c'est pour ça que Dagger, ils ont recouvert grâce à un engine. Donc on va donner à cet engine l'ensemble des sources dont on a besoin, des fichiers, des répertoires, des binaires, des instructions à effectuer, et lui, il va faire tout ce qu'il faut et nous les redonner. Comment il le fait en dessous, c'est qu'il va créer ce qu'on appelle un graphe orienté acyclique. DAG en anglais, c'est pour ça que Dagger s'appelle comme ça. Et un graphe orienté acyclique, ça permet de bien visualiser quelles sont les étapes que je peux effectuer en parallèle. Et donc chacune de ces étapes, je pourrais ensuite aussi faire en sorte de la cacher pour ne pas réexécuter des choses qui ont déjà été faites. Maintenant qu'on a notre engine Dagger, on doit se poser la question, donc c'est comment on va l'utiliser. Donc pour utiliser Dagger, ils ont mis en place du coup une API HTTP et en particulier une API GraphQL.
Une API GraphQL, c'est pratique parce que c'est extrêmement expressif. On peut descendre en toute profondeur en ajoutant énormément de champs. On n'a virtuellement aucune limite. Vous pouvez voir un exemple de requête GraphQL à l'écran. Est-ce que c'est un appel à l'aide parce que j'ai besoin d'amis? Peut-être. Et donc, comme on a une API HTTP pour interagir avec Dagger, tout simplement, on peut utiliser n'importe quel langage de programmation qui fait des appels HTTP. Et en particulier, il y a plus d'une vingtaine d'implémentations de clients HTTP GraphQL. Donc on peut les utiliser pour interagir avec Dagger et exécuter nos intégrations continues. Mais GraphQL, peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être que vous n'avez pas envie de l'apprendre. Donc Dagger, ils ont fourni une surcouche de SDK. Avec ces SDK, vous vous concentrez à écrire du code. Ici, les SDK sont actuellement en Go, en Python et en Node. Et donc, vous écrirez du code. Vous n'avez même pas besoin de savoir qu'il y a du GraphQL en dessous. Donc voilà, ça c'est pour la petite introduction. Donc du coup, je vais passer à une petite démo. Et donc la vitrine pour utiliser Dagger, c'est l'API GraphQL. Donc je vais vous montrer ça avec, notamment, ils nous ont fourni un playground en ligne chez Dagger. C'est juste pour du test, hein, évidemment. Donc je vais pouvoir vous montrer. Donc ça ressemble à ça, une API GraphQL dans le contexte de Dagger. C'est une succession de champs qui commence par le champ root query et de ce champ root query, j'aurai d'autres champs. Chacun des champs, le premier par exemple, Git, me donne un type Git repository. Je n'ai pas posé la question, vous voyez bien ou pas? Ouais. Un Git repository qui est un type et qui a d'autres champs. Et ces autres champs, c'est par exemple la branche. Je veux la branche main de ce répertoire GitHub. Ensuite, je continue les champs et ça s'arrête quand? Ça s'arrête quand je demande un type de base. Ici, j'ai une liste de strings. Et ce que fait cette requête GraphQL, c'est d'aller fetch un répertoire GitHub sur la branche main et de me lister les fichiers et les dossiers qui sont sur cette branche. Donc je vais l'exécuter et je me retrouve avec des fichiers. Et on peut voir le main Go, main.go. Donc c'est des sources Go. Ces sources Go, je vais vouloir les récupérer pour compiler ces sources Go. Et ça, c'est ma deuxième requête. Donc avec Dagger, tout s'exécute dans des conteneurs. Donc la plupart du temps, le premier champ, c'est conteneur. Ensuite, avec les autres champs, on va configurer un peu comment ça va s'exécuter. Donc, comme c'est un conteneur, c'est des sources Go, j'aurai besoin de partir d'une image Golang, Alpine. Et le deuxième champ le plus important, c'est le with directory. With directory, je vais pouvoir intégrer à ce conteneur le répertoire de mes sources. Le répertoire contenant mes sources, en fait, c'est le répertoire que j'ai au-dessus. Mais pour passer ça dans une requête GraphQL Dagger, je dois lui passer un ID. Ici, dans l'argument directory, j'ai besoin d'un directory ID. Et c'est comme ça que va fonctionner Dagger pour gérer ses ressources. Donc fichiers, répertoire, etc. Il faut un ID qui est unique et qui détermine ce qui doit être exécuté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'ID juste en haut. Je vais remplacer entries par ID. Je vais réexécuter ceci, et j'ai un très long ID que je vais juste venir copier-coller ici. Et donc là, j'ai ma deuxième requête qui est complète, et je vais venir la compiler donc avec un Go build, et le binaire s'appellera Dagger demo. Donc je l'exécute, et je vois que j'ai listé les entries, et cette fois-ci, on a un Dagger demo qui est apparu. Donc c'est un binaire. Donc je veux vérifier que mon binaire fonctionne correctement. Je vais faire de la même façon, cette fois-ci dans un conteneur Alpine. Je vais venir intégrer le fichier, donc le binaire, avec le champ with file. Donc pareil, j'ai besoin, source me demande un file, un ID de file que j'ai plus haut. Donc je vais venir remplacer ID par file. Je vais rajouter le champ file qui me permet de targeter le fichier Dagger demo, et je vais récupérer son... Il y a plein de choses qui s'affichent à l'écran, mais voilà. Donc l'ID. Donc je vais exécuter la deuxième requête, et j'ai un nouvel ID. Donc je vais le copier dans ma troisième requête. Et avec ça, si je l'exécute, donc le binaire ne fait pas grand-chose, il additionne juste deux chiffres qui sont en argument.
Donc je vais tout de suite l'exécuter, et j'ai bien sur le côté 2 plus 2 égale 5. Ah. Donc il y a un petit problème. Donc je crois bien que celui qui a construit ce répertoire, c'est moi en question, il n'est pas très doué, il n'a pas mis d'intégration continue. Après, si vous demandez peut-être à ChatGPT, il vous dira que 2 plus 2 égale 5, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur le répertoire et je vais vous montrer un SDK Dagger, donc, pour pouvoir exécuter ce que j'ai fait là via du code, et je vais utiliser le SDK Go. Donc, est-ce que vous voyez bien? Donc, ici, on retrouve mes sources. Donc, j'ai mon main.go et j'ai une librairie math qui a une fonction qui a été mal écrite. Ici, pour exécuter mes pipelines dans des fonctions Go, j'utilise un outil qui s'appelle Mage, qui me permet d'exécuter dans mon terminal des fonctions Go. Donc j'aurai 3 fonctions que je vais écrire. Donc la première, c'est la fonction test, qui va exécuter des tests unitaires de ma fonction qui additionne 2 chiffres. Donc la première chose que je dois faire, c'est d'instancier un client qui va communiquer avec l'engine Dagger et qui va créer une session d'API GraphQL, mais ça, vous n'avez même pas besoin d'y penser. Donc, comment on fait ça avec le SDK? On utilise la méthode connect, à laquelle je donne aussi quelques configurations pour avoir des logs. Et cette méthode va me donner un client que je vais pouvoir réutiliser par la suite. On a des histoires de contexte, c'est un truc très Golang. Dans d'autres SDK, ce sera un poil différent, mais l'objectif reste le même. Ensuite, je vais venir récupérer les fichiers dont j'ai besoin pour exécuter mes tests unitaires. Dans le playground, j'utilisais Git parce que j'allais fetch un répertoire. Là, je les ai en local. Donc, je vais pouvoir utiliser d'autres champs. Ici, host directory et point. Donc, le répertoire courant ici. Et vous voyez bien que j'ai un chaînage de méthodes, et c'est un peu le parallèle qu'on peut faire entre l'API GraphQL et les SDK, c'est que les champs et les types deviennent des méthodes et des objets. Donc, je passe aussi, ce qui est important, une option à la méthode directory qui est include. Je vais inclure juste les fichiers dont j'ai besoin pour lancer mon test unitaire. Mon test unitaire qui est dans le dossier math, donc je l'inclus, et il me faut mon GoMod ou mon GoSum, ou sinon Go va me crier dessus. Donc j'ai ma variable dir qui représente cet état-là. Je vais venir la consommer dans un conteneur, cette fois-ci Golang. Donc, vous voyez, je le fais comme on retrouve le champ ou la méthode with directory que j'ai utilisé sur le playground, mais cette fois-ci, je ne viens pas copier des choses à la main. Donc, c'est pour ça que le playground reste un endroit de test. Ici, je vais juste lui passer la variable qui représente un Dagger directory. Et donc, avec ça, une fois que c'est configuré dans /src, je vais lui demander d'exécuter mon test unitaire sur la librairie math. Et ensuite, je lui demande le stdout. Quand vous utilisez un SDK Dagger, c'est uniquement quand vous demandez un stdout ou vous demandez un fichier qui va être écrit sur votre host qu'il va y avoir quelque chose qui va être exécuté. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard pour vous expliquer un autre contexte. Donc on va aller tout de suite via terminal. Donc je vais exécuter mon test. Donc mage, c'est une commande. Donc j'ai une liste de targets que je peux exécuter. Donc je vais exécuter mage test. Et donc ce que ça va faire, c'est que ça va faire toutes les étapes qui ont été décrites par le chaînage de méthodes. Donc récupérer les images Golang. J'ai récupéré toutes les images avant de lancer la démo pour pas trop télécharger. Et que ça prenne trop de temps. Et on voit bien qu'ici, on a un fail sur mathTest.go. Donc je vais aller corriger ça. Une fonction qui additionne 2 chiffres. Voilà. C'est pas forcément très compliqué. Et si je repars sur mon terminal et que je réexécute la commande magetest, donc tout ça est exécuté dans l'engine Dagger, dans des conteneurs, chacune de ces étapes. Et tout ce qui a été fait a été caché. Là, j'ai une exécution. Si je réexécute, il n'y aura eu aucun changement, donc je ne vais pas réexécuter. Je récupère juste la réponse. Donc on va continuer. Maintenant que mon code est bien, je vais pouvoir la recompiler. Donc je vais faire de même dans ma deuxième target build. Je vais setuper un engine Dagger. Je vais lire les fichiers qui sont
local, cette fois-ci, je vais faire avec un exclude. Je vais exclure les fichiers dont je n'ai pas besoin pour mon binaire Go. Ça comprend les Magefiles qui sont plus pour ma CI et le GoWork qui permet à VS Code de s'en sortir quand il y a plusieurs GoMod et GoSum dans mon répertoire. Et ensuite, je vais juste construire de la même façon que je fais avec les tests, mais cette fois-ci avec un Go build. Et je vais appeler le binaire, du coup, je me suis raté, Dagger démo. Par défaut, du coup, je récupère le stdout, c'est pour dire que je veux vraiment exécuter ce qu'il y a au-dessus, mais par défaut, le Go build, lorsque ça fonctionne, ne va rien afficher. Mais j'ai fait le petit malin et j'ai introduit une petite erreur de compilation pour vous montrer quand est-ce que ça fail. Donc on va voir ça. Donc j'ai un problème dans mon main.go. Donc on voit bien que ça fail. Et je vais pouvoir aller le corriger. Et c'est ici. Et si je réexécute, cette fois-ci, il va récupérer tous les fichiers et va exécuter dans des conteneurs ma compilation de mon binaire. Et maintenant, je vais terminer par venir l'exécuter, ce binaire, avec ma target run. Et je vais juste venir, en fait, tout simplement, tout copier-coller la compilation qu'il y avait au-dessus. Il y a beaucoup de copier-coller, mais ce n'est pas un problème pour Dagger, vu que tout ce qui a été fait ici, vu que je ne change pas mes fichiers dont j'ai besoin, il n'y a rien qui va être réexécuté. Tout va être récupéré par le cache. Je vais pouvoir refacto plus tard pour mon code pour un peu mieux lire, mais c'est plus pour de la lisibilité. Au moins, l'exécution ne sera pas impactée. Il y a juste à la fin, donc du coup, je vais vouloir récupérer mon binaire qui est contenu dans cette exécution. Donc je fais un peu comme j'avais fait sur le playground, j'utilise la méthode file et je lui donne comme path dagger demo. Je vais modifier la variable que ça donne en l'appelant bin, comme binaire. Et ensuite, je vais venir consommer cette variable dans un autre container, cette fois-ci Alpine. Donc j'ai mon bin qui est lié ici, et je vais venir exécuter le binaire en addition, cette fois-ci, de chiffres. Et je vais un peu m'arrêter, je vous avais parlé du fait que ici, j'ai le stdout qui est que ici, et il n'y a que ça qui est exécuté. En fait, Dagger va voir au moment où on lui demande d'exécuter des choses s'il dépend d'autre chose. Ici, il dépend de la variable bin, qui est aussi une autre exécution, avec ce bloc-là, d'une compilation de mes codes Go. Et cette compilation dépend aussi du fait que je dois lire des fichiers sur mon host. On appelle dans Dagger le lazy loading. En fait, on va essayer de loader un maximum de choses dans l'engine Dagger avant de pouvoir lui demander vraiment un retour. Ça va permettre de maximiser le parallélisme de choses qui sont parallélisables. C'est lui qui va le décider avec le DAG que j'ai montré, le graphe orienté acyclique. Donc, je vais venir exécuter ma dernière target mage run. Et on va voir apparaître du coup une addition qui est correcte cette fois, 2 plus 2 égale 4. ChatGPT étant sûr. Donc, voilà, ça c'est la première partie. Donc, j'ai refait ce que j'avais fait sur le playground. Ensuite, reste à intégrer ça dans une plateforme de CI qui automatiquement lance ce qui a été fait ici, mais on sera garanti d'exécuter de la même façon grâce au conteneur en récupérant toutes les dépendances nécessaires, et on fera exactement pareil. Là, le problème, j'avais parlé de complexité, je suis dans un langage de programmation et j'aimerais bien l'utiliser un peu à fond pour faire des choses bien. J'ai un langage de programmation, donc je peux faire des structures de contrôle, donc for et if. Et ça peut m'être utile lorsque je vais faire du build multi-architecture. Ici, j'ai une liste d'architectures, donc AMD et ARM, et je veux les lancer à la suite. Donc je fais tout simplement plus bas
un for sur cette variable. Donc je vais lancer plusieurs requêtes à la suite. Donc là, j'utilise tout simplement la capacité de mon langage, qui est un peu bateau. Mais Golang aussi, il peut lancer des Go-routines. Donc c'est facile de faire de la concurrence avec Go. Ici, vous pouvez voir que j'utilise une petite librairie qui me fait ça facilement avec cette méthode pgo. Donc en fait, je vais lancer en parallèle le build de ma compilation pour AMD et ARM. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, je vais compiler, je vais demander à Dagger de faire des choses en parallèle. Lui, il va s'occuper de paralléliser les choses de bas niveau, et moi, je peux lui demander, si je sais pertinemment que ces deux builds ne sont pas dépendants, je vais lui demander de le lancer en parallèle. Pour faire de la cross-compilation avec Go, c'est plutôt pratique, il faut juste lui donner des variables d'environnement qui sont ici, GoOS et GoArch. Et donc, je vais venir lancer Mage Build Concurrent. Et là, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais en tout cas, j'exécute les deux builds en parallèle. Donc, c'est terminé. Ensuite, je peux les récupérer, les packager dans une image, les mettre dans une registry et pouvoir les utiliser pour du déploiement ou pour mes utilisateurs. Ensuite, chez Dagger, il s'efforce d'ajouter des fonctionnalités à l'API qui permet de ramener un maximum de choses que l'on peut faire sur nos plateformes pour qu'elles soient facilement faisables en local. Une de ces API, c'est d'utiliser des services. Quand vous exécutez vos intégrations continues, peut-être que vous avez besoin d'un service tiers, comme une base de données. Et donc, avec Dagger, c'est maintenant possible relativement récemment, c'est que je peux déclarer un conteneur qui est tout simplement, ici j'ai un Redis, donc c'est un service Redis que je vais vouloir consommer. Et il va réagir un peu comme un fichier ou un répertoire dont j'ai besoin. Je vais pouvoir plus tard, lorsque je vais faire des exécutions, ici je vais configurer une CLI, vous avez cette méthode withServiceBinding, où je vais binder programmatiquement la variable Redis dans cette méthode. Et en plus de ça, c'est que je pourrais appeler via DNS avec ce nom-là Redis Server depuis toutes les exécutions suivantes. Je lui donne un entry point qui me permet de faire cette fois être client Redis. Et avec ce client Redis, ce qui est intéressant là, c'est qu'on peut déclarer le client et ensuite utiliser un withExec plusieurs fois. Ici, je l'utilise une première fois pour faire un set d'une variable foo et du contenu ABC. Et ensuite, je fais un get de foo et je vais vous afficher la valeur. Donc, ce que Dagger va faire, c'est qu'il va démarrer le service Redis uniquement s'il a besoin de le faire. Il va le faire automatiquement. Et il va faire en sorte de ne pas démarrer deux fois un service Redis. Ici, j'exécute deux commandes, mais il se rend compte que le Redis, la variable Redis, est la même. Donc il ne va pas recréer un deuxième Redis. C'est pour ça que je vais pouvoir récupérer la même valeur que j'ai setée dans le get. Donc si j'exécute ceci avec un Mage service, donc il va me configurer tout ça, et dès qu'il va voir qu'il y a une exécution, il va démarrer un Redis. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est des logs de démarrage de Redis. Et au bout d'un moment, il va faire ce qu'il faut en faisant le set dans un conteneur, et puis il va faire le get, et il va m'afficher la valeur que je lui ai demandé. Et on a bien notre foo égale ABC. Ensuite, il y a d'autres API qui arrivent. On peut aussi gérer les secrets. Je ne l'ai pas fait, si je l'ai fait plus haut. Donc on peut mettre des variables d'environnement dans un conteneur, mais on peut aussi mettre des variables d'environnement secrets. Ça va un peu gérer différemment pour éviter que les secrets qu'on va donner à nos exécutions leak. Là, par exemple, j'ai fait appeler la méthode setSecret pour setter le secret qui a la valeur this not going to leak. Bien évidemment, il ne faut pas écrire en dur dans le texte, il faut récupérer via variable d'environnement ou via un secret manager sur vos plateformes de cloud, par exemple. Et ensuite, je vais venir dans une exécution dans un conteneur Alpine, essayer de écho la variable d'environnement secret, qui a été mis dans ce conteneur avec la méthode withSecretVariable. Et donc, si je lance cette fois-ci Mage Secret,
je vais pouvoir voir qu'il va essayer de m'afficher avec le echo seek env data, et j'ai mon secret qui n'est pas leaké via les outputs. Donc voilà le SDK Go. Donc ça marche un peu de la même façon via Node, via Python. On va pouvoir faire du parallélisme ou de l'asynchrone via Node et Python. Et ensuite, il y a beaucoup de choses qui arrivent chez Dagger. Ils veulent vous permettre de construire des extensions. Je vais pouvoir enrichir l'API GraphQL, et par exemple, pour faire des exécutions en Go, et quelqu'un d'autre qui voudra utiliser cette exécution, ben, il n'aura pas besoin de faire du Go. Il pourra utiliser le SDK Python s'il veut, et inversement. Donc ça va permettre de partager des exécutions dans Dagger dans différents langages. Et ensuite aussi, il s'efforce beaucoup de faire de la télémétrie pour vous permettre de voir le graphe orienté acyclique et voir combien de temps ça prend, si ça a été caché, etc. Donc, j'arrive au bout de ma présentation. Merci de votre attention et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous tente. Et du coup, j'ai été un peu plus rapide que prévu. Si vous avez des questions, je serai ravi de répondre. Le graphe acyclique des exécutions que j'ai fait ou dans le... Ouais. Hop. Voilà, c'est le graphe acyclique que j'avais. Non. Voilà, c'est un graphe acyclique. Par exemple, j'ai une exécution. En fait, là, du coup, le A et le C vont se faire en parallèle. J'aurai ensuite de ça le B, le D et le E qui vont se faire en parallèle, etc. Ça, c'est un graphe d'exemple. C'est pas lié à une vraie exécution, mais ça pourrait se montrer comme ça. À l'heure actuelle, on ne peut pas bien voir les graphes qui sont générés par Dagger, mais ça arrive dans les prochaines versions. Vous allez pouvoir voir dans le terminal des graphes, et il prépare un cloud où vous pouvez aller voir les graphes de façon un peu plus agréable. Oui. Oui, pardon. Donc on me demande si quand les exécutions sont en parallèle, c'est fait sur la même machine. Si j'envoie une requête à une engine Dagger, oui, tout ce qu'il considère comme parallèle va être exécuté sur la même machine. Après, on peut avoir plusieurs engines Dagger qui tournent parallèlement, et si j'envoie des requêtes à l'un ou à l'autre, ça va se faire sur d'autres machines. Mais les exécutions de bas niveau, oui, vont se faire sur la même machine. Bah, en fait, ouais. On me demande comment passer sur une CI moderne où il y a plein de YAML et je veux enlever du YAML et le mettre dans Dagger. Je ne l'ai pas montré ici, mais au fur et à mesure, c'est de faire en sorte de tout intégrer dans le code Go de votre SDK et de tout simplement appeler lorsqu'il y a des événements sur votre répertoire GitHub, donc une pull request, un push, d'appeler tout simplement votre ligne de commande Dagger. Donc il y a juste besoin d'appeler ça, et donc du coup ça va exécuter la totalité des choses. Si vous êtes intéressé pour avoir une utilisation de Dagger poussée, vous pouvez aller voir Dagger eux-mêmes. Ils utilisent Dagger pour faire leur CI, ce qu'ils appellent, ils font du dog food, ils mettent un maximum de choses dans Dagger. Il y a quand même quelques YAML qui sont des petites commandes à exécuter, mais ça réduit drastiquement les YAML. On me demande si ça contourne le système de pipeline. Pour l'instant, Dagger, c'est ce que j'appelle, ça va exécuter la partie run, mais la partie cycle de vie de votre répertoire, donc les push et les commits, pour l'instant, vous en avez besoin pour déclencher quelque chose, donc avec les hooks qu'on connaît de GitHub Action ou GitLab. Et ensuite, vous allez lancer les pipelines dans Dagger qui va faire des conteneurs à la volée pour exécuter tout
ce dont vous avez besoin. Pardon. Pour la gestion des secrets, est-ce que Dagger sait se connecter à du CyberArk ou à du Vault de chez HP? En fait, vous allez vous connecter, donc je pense à pas répéter la question. On me demande si Dagger va savoir se connecter à des services tiers de stockage de secrets. Donc, soit on peut le faire en exécutant dans Dagger des commandes bash ou des commandes d'autres fichiers. On peut faire du Go dans du Dagger. Ou sinon, si vous avez des SDK de vos secret managers, vous pouvez les utiliser dans Dagger en dehors. Donc, vous pouvez réutiliser ces SDK, vous récupérez la valeur et vous faites un set secret dans Dagger pour exécuter tout ça dans un conteneur. Bon, merci à tous et bonne fin de journée.